Bienvenue tout le monde, bienvenue à l'atelier, la crise climatique, l'agriculture, la perception mondiale et les réactions sur la ferme. Great, thank you. Welcome again, everyone. My name is Darren Coleman. I'm Director of Climate Alors, Darren Coleman, le directeur des politiques à l'Union nationale des fermiers. Et ça me fait plaisir de... je voulais en dire un peu à propos de l'UNF. C'est un organisme of Canadian farmers working pour together. la voix collective pour les agriculteurs. Si vous êtes fermier, que vous n'êtes pas déjà un membre, So you can join the NFU by going to nfu.ca or by clicking the link in the chat box of your Zoom window. In addition, many people attending this session are non-farmers, but care deeply about creating a just and sustainable food system. Non-farmers can join the NFU as associate members. Your membership is important to the NFU, and we hope that you'll join. Again, you can join by going to nfu.ca or by clicking the link in the chat box. We'd like to thank our sponsors who made this workshop possible and who have supported and worked with the NFU for many years. Thanks to our many sponsors for sharing our vision and for supporting our work. We'd also like to highlight some of the upcoming workshops in November, culminating in our dynamic national convention, which truly is, if you've ever attended an NFU convention, they truly are democracy in action. So we hope you'll join us for that as well as all these great upcoming workshops. You can see them on the screen now, and you can also see that same list at the nfu.ca website. We're offering live interpretation into French for all our workshops. The list is up there in French now, so please invite your French-speaking colleagues and friends. I'd like to make special mention of our keynote presentation for our convention this year. Seth Klein will be speaking on his new book, A Good War, Mobilizing Canada for Climate Emergency. Seth is a really, really great speaker, and the topic is really critical. He's speaking at 3 p.m. Pacific time on Thursday, November 26th. Please correct for your own time zone. So that's 3 p.m. Pacific time on Thursday, November 26th. In addition to the speakers and the sessions and workshops and the keynote address, I'd also like to announce the launch of a new series of in-depth talks that we're calling NF University, and especially the NF University climate classes. These will be monthly sessions that kick off December 10th and run every month through the winter until April. The inaugural NF University climate class on December 10th will feature 2 speakers who will dig deep into issues surrounding emissions trading, carbon markets, and natural climate solutions. We have details of that event on the NFU website, and you'll be receiving notices via social media. So please plan on joining us on December 10th for the inaugural NF University climate class. We'd also like to offer that you can pick up books by any of the speakers or authors in any of our workshops and the keynote presentation at Turning the Tide. Turning the Tide is an independent bookstore in Saskatoon, so if you're in the area, you can pick it up directly, or you can go to their website and order online and have it delivered. You can link to the Turning the Tide website from the nfu.ca website, and there's also going to be a link in the chat box. When this workshop is done, you'll receive an email requesting your feedback. Please take a minute or so to fill in that feedback survey so that we can continue to improve the presentations that we provide to you. The survey link will also be shared in the chat at the bottom of the screen. Before we begin, I'd like to offer a land acknowledgement. I'd like to acknowledge that our participants and audience members are joining from across the traditional lands of many Indigenous nations. I'd encourage you to go to the chat and list there the Indigenous land that you're joining from. I'm located in the prairies in Treaty 6, which encompasses the traditional territories of numerous First Nations, including the Cree, Dene, Nakota, Saulteaux, and Ojibwe, and the homeland of the Métis Nation. The NFU recognizes that Canada is a settler colonial country and that Indigenous and non-Indigenous farmers share common ground as people who are on the land and who feed our communities.
We recognize that land acknowledgements are only a very small start to discussions and actions, and the NFU is committed to working both through our Indigenous Solidarity Working Group and as a whole to move beyond acknowledgement to action. We invite you to join us in this work in whichever way you can. Alors, sans plus commencer, je vais présenter nos deux présentateurs aujourd'hui. Jeannette, vice-présidente pour la recherche et l'innovation, c'est sur les ressources nationales. The World Resources Institute, c'est une organisation qui travaille dans plus de 50 pays. Elle joue un rôle majeur. Je n'ai pas eu son texte là-dessus, mais je vais essayer de trouver. Alors, elle travaille sur la nourriture, les forêts, les océans et tout cela. OK, la voici. Elle a mené l'initiative sur le protocole sur les gaz à effet de serre, un partenariat multisectoriel organisé par WRI, et c'était pour développer des normes pour rapporter la comptabilisation des gaz à effet de serre. J'ai connecté avec Janet suite à la publication d'un excellent rapport sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre provenant de l'agriculture. Alors, l'idée, c'était de nourrir plus de 9 milliards de personnes d'ici 2050 de manière durable. Le deuxième, Dakota Cohen, il est copropriétaire d'une ferme biologique de deuxième génération de 250 acres au centre de l'Alberta. Alors, du porc nourri au lait, du bœuf élevé à l'herbe, des œufs free range, alors des thés verts, des thés à l'herbe, en plus de l'agriculture. Il est auteur, éducateur. Il a un certificat sur la conception de la permaculture. Alors, il est très recommandé de la part de plusieurs membres de l'UNF et j'étais accroché quand j'ai regardé ces vidéos en ligne. Alors, on va commencer par Janet d'abord. Alors, on va demander à Janet de commencer. Tout d'abord, merci beaucoup, Darren. Je suis très heureuse de me joindre à ce groupe. Je dois admettre que j'ai vu la vidéo de Dakota et je vais en parler plus au niveau des défis ou plutôt au niveau mondial. Et je dois admettre, c'est un peu épeurant, un peu effrayant. J'ai abordé plusieurs enjeux environnementaux au fil des années et ça me remenait constamment au système alimentaire. Ça affecte les changements climatiques, l'eau, déforestation, pauvreté, et tout ça remenait au système alimentaire. Alors, je suis devenu de plus en plus intéressé à cela. Alors, il y a des problèmes environnementaux, bien sûr, il y a d'autres problèmes. Alors, j'ai 25 minutes. J'espère qu'elle ne va pas aller trop vite. Je remercie les partenaires ici. Alors, la Norvège, bien d'autres. Une des choses qu'on essaie de faire dans notre rapport, il est en ligne, il est gratuit, c'est comment est-ce qu'on peut nourrir la planète de manière durable en 2050. Alors, il y a 3 écarts. Je vais commencer avec la lacune ou l'écart. Il y a des choses qu'il faut fermer, cette lacune-là, cet écart-là. Alors, vous voyez ça à l'écran. Voici les émissions aujourd'hui de l'économie mondiale présentement. Ça, c'est de l'agriculture en bas, environ un quart des émissions. Voici ce qu'on prévoit qu'il serait de 15 gigatonnes et c'est là qu'il faut se rendre. C'est ça qu'il faut atteindre avec l'accord de Paris. Alors, ça veut dire un écart de 11 gigatonnes pour le secteur agricole. Alors, si on projette qu'est-ce qu'il devrait en 2050 et où elle devrait être, en fait. Alors, une chose à noter, c'est que si on ne change rien, avec 15 gigatonnes,
et le budget des gaz. Alors, ça pourrait consommer une grosse partie du budget mondial en matière de gaz à effet de serre. Voici d'où viennent les émissions. Encore là, c'est le secteur pour toute l'économie. Vous voyez 14 de la production agricole et un autre 10 de les changements de l'utilisation des terres. Alors, tout là où les forêts sont abattues et où on agrandit les sections agricoles, alors ça peut représenter 10 Alors, ça revient à différentes sources de production ici. Alors, l'émission reliée à la production, plus de la moitié, c'est avec les ruminants, ceux qui sont au pâturage. Juste le bétail qui contribue. Le deuxième gros écart, et ça va être très difficile de fermer cet écart-là. Il faut produire 56 plus de nourriture. Alors, ce n'est pas juste les gaz et effet de serre, mais il faut regarder ce que ça va prendre comme en montant de calories pour nourrir cette population-là en 2050. Si ce n'était pas assez, il y a également un gros écart au niveau de la terre. Je vais parler beaucoup de terre durant ma présentation. Vous voyez la superficie pour pâturage et culture. Alors, l'écart, est-ce que ça nous prend pour clore cet écart-là? Ça nous prend 593 millions d'hectares. Alors, vous voyez, pâturage et culture. Je veux dire également que l'agriculture a besoin, on a également besoin de fermer l'écart au niveau des... Les fermiers sont souvent les plus pauvres dans les pays où je travaille. Il faut réduire cet écart-là. Et les travailleurs aussi sur les fermes. Je m'excuse, ça va très vite, là, mais... Alors, la croissance de la population entre 2008 et 2050, mais pas seulement le nombre de bouches, mais qu'est-ce qu'on met dans nos bouches. Alors, dans les pays en développement, alors qu'il va y avoir plus de revenus, des zones urbaines, et ça prend plus de ressources, de terre, d'eau, etc. Et ça change d'où la nourriture est produite. On voit une augmentation de 23 là, per capita. Alors, il n'y a pas de solution miracle pour cela. Ça va prendre plusieurs solutions, augmenter la production, les bleus, et tout en réduisant la consommation pour clore cet écart-là, pour le fermer. Alors, on va parler des solutions. Alors, augmenter la production, réduction des émissions et clore cet écart. Alors, on a fait un menu, s'il vous plaît, à 5 assiettes qu'elle appelle. Alors, réduire la croissance et la demande. Je ne peux pas passer à travers tout cela. Alors, je vais concentrer sur quelques-uns. Alors, je vais mettre sur le cours numéro 1 ou le plan numéro 1. Ensuite, augmenter la nourriture et ensuite réduire les gaz à effet de serre. Et vous pouvez aller dans le rapport. Alors, le plan numéro 1, réduire la croissance de la demande pour la nourriture. Alors, il faut réduire de beaucoup parce que 32 de l'approvisionnement en nourriture par poids est perdu ou gaspillé. Alors, 24 en matière de calories. En fait, si c'était ce propre pays,
ce serait le plus gros émetteur de gaz à effet de serre derrière la Chine et les États-Unis. C'est alors l'eau gaspillée, la terre gaspillée, des émissions, mais l'argent gaspillé. Alors, si on peut apporter ça, ce serait gagnant-gagnant. Alors, il faut regarder où ça se passe. Vous voyez, en le vert, l'Amérique du Nord, 42 presque la moitié de la nourriture est gaspillée comparé à ce qu'on voit dans l'Afrique subsaharienne. Alors, tu vois ici, dans le Sub-Sahara, il y a beaucoup au niveau, plus de pertes dans la production, pas beaucoup au niveau de la consommation. Alors, WI a travaillé dessus. On travaillait une norme sur le rapportage, la comptabilisation de la perte des aliments et le gaspillage pour déterminer où ça se situe dans la chaîne d'approvisionnement et voir ce qu'on peut améliorer. On a une initiative des champions pour couper le gaspillage des nourritures de moitié. Alors, il y a des gouverneurs, Dave Lewis, une des plus grosses entreprises en Grande-Bretagne. La deuxième stratégie pour réduire la demande, c'est d'avoir des régimes plus sains. Ça ne va pas fermer l'écart, mais ça réduit aussi. C'est de réduire l'écart pour les gaz à effet de serre, avoir un meilleur régime alimentaire. Alors, 80% d'augmentation pour le bœuf et l'agneau, une augmentation de 68% au niveau de la viande et du laitier. Toutes les régions consomment plus de protéines que nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on montre? C'est la carte, le montant de protéines sur une base per capita par région. Alors, 50 grammes de protéines qu'on recommande pour un adulte moyen. Alors, en Inde, vous voyez une partie de la protéine juste un peu plus de l'élément de le vert qui vient des plantes, dans le brun, c'est qu'est-ce qui vient des animaux. Alors, ce serait bien si vous pouvez ralentir un peu. Alors, dans l'ensemble du monde, les gens consomment plus de protéines qu'ils ont besoin, même dans le sous-Sahara. Alors, mais ça masque le fait qu'il y a une grosse différence en milieu rural que dans les milieux urbains. Alors, le brun, c'est la protéine basique qui vient des animaux, le vert, les plantes. Alors, on consomme plus de protéines qu'on a besoin et pas toute la protéine est égale en matière d'utilisation des ressources. Alors, on voit les différents produits en bas. La base animale, alors ça, c'est la viande, le poisson, etc. Alors, ça dépend du montant de terre qu'on a besoin. C'est du bétail au niveau de l'eau et des émissions de gaz à effet de serre. On voit la légende à droite. Alors, le jaune, production agricole. Alors, ça vient de l'air associé à ces productions-là. Celle-ci, si on regarde les deux bords, alors, vous voyez le régime mondial à gauche, la diète, moins de calories comparé aux citoyens américains. Le vert, ça vient des plantes. Ici, les animaux, le porc, la volaille, et en haut, le petit, c'est le bœuf. Aux États-Unis, plus de plantes, mais une plus grosse proportion de protéines animales. Gardez ça en tête. Alors, qu'est-ce que ça représente alors aux émissions des gaz à effet de serre? Les émissions, alors vous voyez au niveau de
et la plupart des impacts par personne viennent des choix des protéines animales, le bœuf, le lait. Et aux États-Unis, vous voyez, presque la moitié est reliée juste du bœuf, et même si c'est une petite portion de leurs calories. Alors, au niveau de l'utilisation des terres, alors, qu'est-ce qui arrive si on réduit la consommation des viandes de ruminants? On n'a jamais dit. Non, c'est pas que tout le monde devienne végan. C'est pas réaliste, mais on a dit dans les régions qui en consomment beaucoup, s'ils réduisaient cela, alors, vous voyez ici, d'autres pays pourraient en consommer plus. Alors, si on réduit cela à un burger et demi par semaine, ça va réduire l'écart des GES presque de la moitié. Sans le fermer, juste de réduire la consommation. Alors, on essaie de proposer des solutions. Alors, on a un laboratoire Better Buying Lab, persuader les consommateurs d'acheter, d'avoir une diète plus basée sur les plantes. Par exemple, à Toronto, ils ont signé, ils se sont engagés à réduire les émissions provenant des services d'ici 2030. La troisième chose que je veux mentionner, Jen, I think you've muted yourself. elle avertit qu'elle s'était mutée, qu'elle s'était mise en sourdine. Fait qu'on vient de perdre sa voix. OK, on y va. Alors, éviter la compétition pour de la bioénergie pour les cultures et les terres. Presque la moitié du maïs est utilisé pour l'éthanol. Pas pour la nourriture, mais pour l'énergie. On a fait des analyses, on a dit plusieurs pays, même en Europe, ils ont mis 20 que ça vienne faut que ça vienne de la bioénergie. On a fait un calcul en 2050 au niveau des transports. Qu'est-ce qu'on ferait? Comment est-ce qu'on ferait cela? Il faudrait avoir toutes les cultures pour répondre à ce besoin. C'est pas possible. On peut pas faire ça à cette si grande échelle. C'est pas une bonne idée. Toute la biomasse récoltée sera nécessaire. Alors, la prochaine possibilité, c'est augmenter la production alimentaire sans élargir, agrandir les terres agricoles. Alors, ce budget-là, 50% des terres en végétales est utilisé pour produire de la nourriture, 2 tiers pour le pâturage, 1 tiers pour les cultures. On veut garder les forêts telles quelles. Alors, c'est pas juste au niveau de la nourriture. On fait une compétition pour un montant de terre fini. Alors, augmentation de la population, demande en culture, augmentation de la demande en viande et en laitier, demande de bœuf et d'agneau. Alors, ça veut dire 200 millions d'hectares de plus et 400 millions d'hectares de terres de pâturage. Alors, les gens disent qu'on devrait augmenter le montant de bois utilisé. Alors, il ne faut pas abattre plus de forêts. Alors, pour parler au niveau de l'écart, au niveau des terres, quand on a fait ces projections-là, 600 millions d'hectares, on avait déjà supposé que les gains de productivité, qu'il y aurait plus de productivité comparée depuis une cinquantaine d'années. Alors, si on n'augmente pas au niveau historique
L'accord va être encore plus grand et les émissions d'autant plus grandes aussi. Alors, le Canada et les États-Unis sont très efficaces pour la production de bœuf, mais il faudrait encore plus d'efficace. Il faut réduire les écarts encore plus importants à travers le monde. Par exemple, ça va varier dans les zones bleues, peu efficaces, etc. Même chose pour les cultures. Alors, les besoins de rendement futur devront être d'autant plus grands que par le passé. Alors, le jaune, c'est la production annuelle, la croissance, le rendement annuel jusqu'en 2010. Ensuite, le vert, on peut voir ce qu'il faut éviter. Et ensuite, la croissance annuelle projetée par les FAO pour fournir la nourriture dont on a besoin. Je vais sauter celle-là. Alors, les émissions reliées à l'agriculture, je dis plutôt que c'est environ 14% de tous les gaz à effet de serre. On peut voir ici la différence. Je ne veux pas toucher mon écran parce que ça change, là, mais vous pouvez voir d'où les émissions viennent. Donc, les luminances, c'est le rouge foncé en bas. Ensuite, gestion de fumier, etc. L'énergie en bleu, fertilisation, les engrais sur les sols. Et ensuite, vous voyez le méthane. Alors, vous voyez les variations de 2010 jusqu'à 2050 s'il n'y a pas de gain en matière de productivité d'ici ce temps-là. Alors, certaines stratégies pour réduire les émissions agricoles. Alors, j'ai parlé d'augmenter la productivité, réduire les émissions du bétail. Alors, les ajouts à la nourriture pour réduire le méthane produit par le bétail, la gestion des fumiers, les déchets aussi, réduire les émissions des engrais en augmentant l'efficacité de l'azote. Je ne sais pas les chiffres pour le Canada, mais aux États-Unis, c'était presque 50% aux États-Unis au niveau. C'est probablement similaire au Canada au niveau de l'azote. Et là, presque la moitié de l'azote ne se rend pas dans les plantes. Et ce n'est pas juste le problème des fermiers, là, mais il y a des choses que les compagnies de fabrication d'engrais peuvent faire. Ils pourraient ajouter des choses pour inhiber la conversion en des formes non utilisables par les plantes. Ça améliorerait l'utilisation par les plantes de cet azote-là. Il faut encourager les compagnies agricoles de faire ces efficacités-là. Alors, adopter la variété au niveau de la gestion, au niveau du riz. Alors, augmenter l'efficacité énergétique et changer vers de l'énergie qui vient de sources non fossiles. Je sais que c'est des choses que vous voulez aborder aussi et mettre l'accent sur des options réalistiques pour séquestrer le carbone dans les sols. Vous cliquez mon nom, vous allez voir que WI, il y a des façons de réduire le CO2 ou de séquestrer plus de carbone dans le sol. C'est bon pour plusieurs raisons. Résilience au changement climatique. Alors, vous pouvez voir ici comment toutes ces choses-là s'ajoutent. À gauche, c'est des émissions de gaz à effet de serre sont continues comme telles. Et à droite, on va vers la droite pour se conformer à l'accord de Paris. Alors, réduire la croissance de la demande, ça va aider beaucoup à réduire les émissions.
Et ensuite, les émissions reliées aux terres. Alors, changer de régime alimentaire aura un gros impact sur la réduction des gaz à effet de serre, aussi du gaspillage de la nourriture et les émissions ici en bleu. Si on va alors à l'accord, on va voir, vous voyez, la productivité joue un grand rôle pour réduire cet écart-là. Réduire la population, réduire réduire l'utilisation des cultures pour faire de l'éthanol et faire du carburant. Alors, donc, ce qui est nécessaire, alors, changer le régime alimentaire joue un grand rôle. Donc, pour résumer, on a des gros défis du côté de la demande. Ce n'est pas juste un enjeu agricole, il faut aborder la demande. Si on réduit la consommation de viande, d'une manière pour reconnaître que d'autres dans le monde vont en bénéficier. Il faut permettre de l'espace planétaire, disons, pour que d'autres puissent en manger plus et nous moins. Alors, ce n'est pas toutes les viandes, c'est surtout les ruminants. Alors, produire plus sur la même terre, et pas seulement pour le Canada, mais à plusieurs parties du monde, en Indonésie, Brésil. Alors, on encourage les fermiers à produire plus, mais il faut quand même protéger ce qui reste de la forêt, pas d'abattre plus de forêt. J'ai une photo du rapport que Darren et d'autres ont écrit. Et une des choses que j'ai perdu ma photo, une des conclusions, c'est tous les systèmes plus efficaces, il y aurait moins d'intrants avec ce que j'ai partagé aujourd'hui. Et mon Dieu, que va vite. Alors, c'est ça, il faut connaître haut rendement. Et je vais arrêter là, c'est le résumé, comment est-ce qu'on va nourrir 10 milliards de personnes en fermant ces 3 écarts-là. Alors, je reviens à toi, Darren, et j'ai hâte d'entendre la présentation de Dakota. Merci, Janet. Présentation fantastique. Et il y a des questions qui rentrent dans le conversé. Vous pouvez faire ça pendant que Dakota va parler. Et vous pouvez lever la main et poser des questions. Alors, on va attendre des questions après la présentation de Dakota. Donc, on va aller à Dakota et à sa présentation. Et je pourrais poser 25 minutes de questions à Janet, mais je vais dire ce que moi j'ai à dire et on reviendra à ça après. Alors, pour nous, moi-même, où on fait de l'agriculture, on a une ferme bio au centre d'Alberta, mixte et bio. Ils sont changés en 88 pour le bio. Et depuis ce temps-là, on fait de l'expérience avec différentes d'agriculture générative. En 2012, je suis revenu à la ferme après, j'étais malade de travailler dans l'industrie de la construction. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes. Donc, je suis revenu à la ferme familiale parce que j'ai rencontré ce mot-là, permaculture. J'ai vu beaucoup de problèmes que Janet avait mentionnés et j'étais préoccupé par cela. Et j'ai compris, comme elle a mentionné, que c'était relié directement à l'agriculture. Et j'ai pensé qu'il doit y avoir quelqu'un qui va avoir figuré d'aborder ces choses-là. Je suis sûrement pas le seul. Et ce que j'ai fait une recherche Google aussi des pratiques alternatives d'agriculture. Mais c'est qu'on voyait encore quand même une diminution au niveau des rendements et de la profitabilité dans la province.
Une des choses qui était arrivée avec ces systèmes-là, c'était vraiment des méthodes alternatives d'agriculture. Il y en a une, c'était la permaculture. La définition qui a vraiment attiré mon attention, c'est que la permaculture, c'est la conception consciente et le maintien des écosystèmes qui sont productifs au point de vue d'agriculture et qui ont une diversité et stabilité. Et ensuite, ils fournissent aussi une intégration harmonieuse du paysage et donnent de la nourriture, de l'énergie et de l'abri. Et c'est ce que je me suis dit, c'est ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Ben, aujourd'hui, ce que je vais discuter, c'est certaines des pratiques que nous avons faites sur notre ferme depuis 2012 et l'expérience que nous avons eue avec celle-ci aussi, avec des discussions plus larges sur la résilience climatique. Avant de tomber dans le vif du sujet, c'est vraiment, je pense qu'il serait utile de savoir, de comprendre exactement l'agriculture, c'est quoi les principes de base de l'agriculture. Si vous y pensez, l'agriculture, c'est une pratique faite par les humains qui gèrent 4 ingrédients, tout comme un pâtissier ou bien un cuisinier pourrait gérer, par exemple, au point de vue de la farine, l'eau, la levure, etc. Il les mélange aussi de différentes façons pour créer différents résultats. Comme fermier, nous avons des ingrédients, et c'est la lumière du soleil, l'eau, le sol et les organismes. La flore et la faune. Ce sont tous ces ingrédients-là qui ont été mentionnés, un petit peu comme la farine, la levure, le sel, l'eau. Ils sont tous essentiels, mais ils sont tous indépendants. Et si un de ces ingrédients-là manque, vous ne pouvez pas rien faire. Peu importe la quantité de farine que vous avez, si vous n'avez pas suffisamment de levure, ben, votre facteur qui va limiter va être la levure. Vous pouvez avoir beaucoup d'un de ces facteurs-là, mais vous pouvez seulement produire des cultures. Vous allez avoir des facteurs qui vont limiter vraiment votre production. Et j'aime d'y penser, d'avoir des principes vraiment de base. Parce qu'ensuite, on peut commencer à élaborer à partir de ceci, comprendre. Et ce que je vous parle, c'est une définition de système. Ça provient du travail. Nicholas Taleb, c'est l'auteur des Antifragiles. Un autre livre, ça s'appelle Black Swan. Et c'est un auteur fantastique. Et je vous recommande fortement ses œuvres. Il fait la différence entre les différents systèmes, que ce soit un système financier, écosystème, une entreprise. C'est comme un outil. Il le divise dans ces 3 catégories. Il y a fragile, les systèmes fragiles, les systèmes résilients et les systèmes antifragiles. Un système fragile, c'est un système, s'ils subissent des stress, volatilité, ben, habituellement, ils sont endommagés. Mais un système résilient, il va être résistant à la volatilité. C'est un petit peu comme un élastique. Si vous pouvez l'étirer, mais ça va toujours revenir à sa forme. Et ensuite, il y a le système antifragile. Et c'était un concept entièrement nouveau. Ça transformait vraiment la façon dont je travaillais sur ma ferme et avec les 4 ingrédients. Parce que c'est des systèmes antifragiles, ils profitent de la volatilité. Si vous seriez pour imaginer des étiquettes, par exemple, sur une boîte, là, si vous envoyez quelque chose par la poste, c'est fragile, vous allez mettre une étiquette qui dit fragile. Et faire attention que ça peut être soit du verre, ça peut être des choses qui peuvent être endommagées facilement. Lorsqu'on a quelque chose de résilient, vous n'avez rien besoin d'inscrire sur la boîte parce que ça ne peut pas être endommagé. Mais si vous envoyez quelque chose d'antifragile, vous voulez que les gens secouent la boîte. C'est un petit peu comme la légende de Hercule. Là.
si tu coupais une tête, il y en a deux autres qui poussaient. Ils profitaient vraiment des stress. Le corps humain aussi est un système antifragile. Si vous levez des poids, faites des poids haltères, donc vous devenez plus fort. Ça ne va pas vous tuer, ça va juste vous rendre plus fort. Les écosystèmes sont antifragiles. Et surtout aussi, je vais passer à travers je vais aller sur notre ferme, mais sur notre ferme, on essaie d'utiliser des concepts de permaculture et nous imitons des écosystèmes afin qu'on puisse construire non seulement des systèmes résilients qui sont résistants au changement, ils ne sont pas endommagés, mais des systèmes qui profitent de ceci. Et je vais passer certains exemples, par exemple, avec ces 4 ingrédients, que ce soit l'eau, la lumière, les micro-organismes et le sol. Et d'un point de vue holistique, que vous êtes, c'est une classe peut-être de sciences de 8e année, vous allez voir comment ces écosystèmes-là les transforment, les cycles de nutriments. Et c'est ça dont je vais discuter aujourd'hui. D'abord, nous allons parler de l'eau. Ici, c'est une photo de mes ancêtres. Ces petites filles-là, ça serait ma arrière-grand-mère. Et cette photo-là a été prise en 1914, à peu près 1 mille de ma demeure. C'est où est-ce que ma ferme maintenant, juste à côté de ce lac-là. Là. Et ils ont creusé dans une colline, c'est où est-ce que mes ancêtres se sont établis lorsqu'ils sont arrivés ici d'Europe. Et c'est ce que je veux porter votre attention. Ici, ce que vous voyez en haut, là, la raison pour laquelle que je montre cette photo-là, c'est parce qu'au cours des 100 dernières années, depuis que mes ancêtres sont arrivés, lorsqu'ils sont arrivés, Red Deer, le lac Red Deer, c'était vraiment, il y avait de l'eau, c'était partout aussi aux alentours du printemps. Et ce puits-là, peut-être était 12 pieds de profondeur. Mais aujourd'hui, 100 ans plus tard, et par résultat aussi de toutes nos activités agricoles, le drainage des terres humides, des pratiques irresponsables de gestion des terres, maintenant le lac Radio, le printemps se sèche. Les niveaux d'eau baissent et maintenant nos puits sont 100 pieds de profondeur comparé à 12 pieds de profondeur. Et la qualité de l'eau aussi n'est pas aussi bonne qu'elle était. Et sur notre propriété, et comme je mentionnais aussi, 250 acres aussi, juste à côté du lac Radio, nous avons plusieurs puits aussi sur notre propriété. Ces puits-là sont très peu producteurs. C'est moins d'un gallon par minute. Et donc, il fallait creuser un autre puits. Et ça produit seulement pour quelques années. Ensuite, le puits est à sec. Un autre puits ensuite qui était sec. Et ensuite, on avait un autre puits qui était plus près du lac. On a un peu d'eau, mais c'était quand même pas si bon que ça, là. Donc, on peut pouvoir se fier sur l'eau. Donc, en 2013, une année après que je suis allée, je suis revenue à la ferme, j'ai étudié la permaculture et voir comment est-ce que les écosystèmes aussi, pour pouvoir se guérir entre eux. Là. Ils ne sont pas seulement résilients, mais c'est maintenir le statu quo, ben, ils peuvent se réparer aussi, eux autres, même se régénérer. J'étais très intéressée par changer notre gestion de la terre, que c'était 2 années de grains, et ensuite suivi de 5 années de foin. C'était une rotation. C'était quand même quelque chose qui avait beaucoup de compétition. Et ce que je voulais faire, c'était d'imiter des écosystèmes. Comment est-ce que les écosystèmes gèrent ces 4 ingrédients-là et quels sont les plus productifs, efficaces et les façons les plus antifragiles de mélanger, que ce soit la lumière, le soleil, le sol et les micro-organismes pour produire une culture. La première chose que j'ai faite, j'ai acheté des cartes topographiques afin que je puisse lire vraiment, de comprendre comment est-ce que l'eau s'écoule, les microclimats, et de comprendre la géologie à partir de ça. Nous avons conçu aussi
avec le programme Google Earth. C'est un programme GIS qui est gratuit. Et je l'ai utilisé aussi sur ma ferme avec les clients. Et la question aussi, qu'est-ce que notre terre va être et comment est-ce qu'on peut l'aider aussi à notre terre aussi. C'est caractérisé aussi par avec des terres aussi à herbe. Si vous regardez dans 100 ans, c'est ce que ça deviendrait, des petits arbres. Nous avons réalisé qu'il fallait vraiment aussi de passer de l'agriculture annuelle à de l'agriculture plus durable en fonction de ce que notre terre faisait aussi, ce qui était mieux pour nos terres. Nous avons trouvé où est-ce que toutes ces terres humides étaient là, de pouvoir capter l'eau. Et on voulait récolter l'eau à plus grande échelle et avoir des outils aussi comme différents de creuser des digues. Et bien sûr, au cours des prochaines années, nous avons mis en œuvre ce design-là, mais ils se sont... Et les premiers puits que nous avons bâtis, le deuxième, on peut voir aussi les plus petites digues que nous avons bâties. Ensuite, les terres humides, maintenant, elles sont clôturées. Et c'est une photo qui a été prise en 2019, et c'était tôt le printemps. Et ici, l'herbe n'est pas tout à fait verte. Vous voyez toute l'eau aussi qui commence à s'accumuler. Et le dernier puits que nous avons installé, les arbres aussi que nous avons plantés. Et ces tranchées-là sont très utiles aussi pour récolter l'eau, ce qui est un ingrédient essentiel pour l'agriculture, parce que c'est essentiellement une terre humide. Tout eau que ce soit qui provient de l'eau de pluie ou bien de la fonte des neiges, ça ruisselle aussi du territoire. Et ça entrepose le carbone. Puis aussi, on a des pluies abondantes, on a des modèles climatiques aussi qui sont erratiques, là. Donc, ils tombent dans ces tranchées-là, pareil comme... Et ensuite ils sont capables de... Et ensuite, on peut joindre plus creux dans le sol et planter. Ici, c'est une des digues que nous avons construites sur notre propriété. C'est l'année dernière. C'est équipé aussi par un système d'irrigation. Ici, c'est la digue, ou plutôt, c'est plutôt comme un genre de tranchée. La digue est ici. Et ensuite, il y a un tuyau qui passe en travers. Et ce que ça nous permet de faire, ici, c'est une photo, c'est qu'il y a ensuite un ponceau qui... Et après le printemps, il faut après la fonte des neiges. Et ensuite, souvent, 50% de l'eau provient de la fonte des neiges. Donc, on a la moitié plus de quantité d'eau qui vient dans une seule semaine. Et ensuite, c'est tout. Et nous avons très, très rarement suffisamment de pluie. Donc, la fonte des neiges, quand même, c'est une stratégie pour nous. Ici, vous voyez ici, on voit cette digue-là, mais cette digue-là peut garder presque 2 millions de gallons d'eau. C'est quasiment un approvisionnement de 4 ans en eau. Et c'est pour pour les utilisations, des usages domestiques ou bien pour le bétail, tout ce qu'on fait sur la ferme. Seulement, ici, je peux prendre cette eau-là et je peux même l'inonder aussi ailleurs dans les tranchées et ça qui s'étend sur à peu près 1 kilomètre sur notre propriété. Et vous voyez ici, à l'automne, comment est-ce que ces tranchées-là aussi sont réparties sur le terrain. Et la raison principale, c'est qu'on essaye d'avoir cette eau, qu'elle soit rechargée aussi à partir sous la terre. Mais en Alberta, on peut même perdre presque 2 pieds d'eau aussi d'évaporation par année, là, un étang. De pouvoir perdre 2 pieds d'eau seulement par l'évaporation. De cette façon, il faut protéger le sol par des arbres qui fournissent l'ombrage. Et c'est vraiment une stratégie très résiliente. Et c'est l'idée que nous pouvons envoyer cette eau-là et on l'infiltre aussi sous le sol. Et ensuite,
Ils peuvent être absorbés par les racines des plantes. Et des plantes aussi ont la capacité de moduler la nappe phréatique. Et juste pour vous mettre ça en perspective, et tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est des systèmes résilients. C'est quelque chose qui résiste au stress. Cependant, il y a 3-4 ans, dans notre comté, nous avons eu la pire sécheresse dans une décennie, c'était la pire inondation suivie par la pire sécheresse. Ça, c'était la même année. Et lorsque je parle à des fermiers, c'est ce qu'ils disent. Nous avons soit l'année la plus froide, la plus humide, la plus sèche. Et c'est tout la même année. Et avec ces tranchées-là, vous pouvez voir comment est-ce qu'ils sont capables de pouvoir d'acheminer aussi l'eau de la fonte des neiges. Donc, toute cette eau-là est infiltrée dans le sol. Et ensuite, l'année suivante, on avait la pire sécheresse jamais connue, où est-ce qu'il n'y avait pas d'eau, mais plutôt, ici, on voyait cette eau-là où c'était rendu sous le sol. Nous étions capables d'avoir une culture habituelle de foin, juste sur cette terre-là qui est plus basse. Et pour voir comment ça devient un système antifragile. Lorsque le stress, par exemple, d'une inondation, tout comme les terres humides, c'était vraiment comme une zone tampon, c'est la même chose. Ils prennent aussi, ils sont capables de pouvoir déplacer beaucoup d'eau. Et lorsqu'il y a une sécheresse, et les racines des plantes doivent aller plus creux aussi pour avoir accès à l'eau, c'est déjà là. C'est un système antifragile. Il s'améliore lorsqu'il y a des perturbations et du stress. Maintenant, j'aimerais parler d'un autre ingrédient. C'est la flore et la faune. Et comment est-ce qu'on utilise différentes génétiques, des concepts de permaculture, des idées comme ça sur la ferme pour créer des systèmes antifragiles. L'idée principale derrière ça, c'est que peu importe où vous êtes sur la planète, il y a des cycles successifs, il y a des groupes d'organismes, des plantes, des animaux, lorsqu'il y a une perturbation de l'écosystème, que ce soit un incendie, un glissement de terre, une inondation, il y a quand même une tendance prévisible aussi de la flore et de la faune, que ce soit des 0 à 10 ans, des 125 ans, 25 à 100 ans ou 100 ans et plus. Ça commence par une communauté d'organismes pionniers. Et ça va de l'herbe jusqu'à la forêt mature. Ce n'est pas le cas pour tous les écosystèmes, mais chaque écosystème suit la même tendance successive. C'est prévisible. Comme je mentionnais aussi dans notre région, c'est une perturbation, par exemple, dans des zones de culture. Voici ici, si vous ne pouvez rien faire, dans 100 ans, vous aurez de la forêt avec de l'herbe et sans énergie. Pourquoi est-ce qu'on se bat contre ça? Pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas simplement avec? C'est ce que nous avons fait. Nous avons pris, par exemple, ce système perturbé et dans 1 an, comparativement à 25 ans, nous avons planté un jardin vivace. Donc, on accélère le processus. Nous avions des espèces indigènes qui étaient moins productives, nous avons remplacé par des espèces plus productives qui rendent des services à l'écosystème. Par exemple, différents types d'espèces d'arbres, différents types de petits fruits. Et nous les avons plantés de façon à ce que ça imite vraiment des systèmes forestiers naturels. Donc, on a des vignes, on a différents types d'arbres, on a aussi des animaux. Il y a aussi des cycles adéquats de nutriments. Et on a un genre des plantes qui accumulent la dynamique, qui amènent aussi les minéraux au-dessus du sol. Et les pâturages et toutes ces différentes choses aussi, c'est quelque chose qui produisent à l'année. Alors, ce que nous avons fait par la suite, même forêt-là, la photo a été prise du même point ici, et on a planté du pâturage près de là, et on pâturait du bétail, de matière en rotation intensive.
Donc, il y avait une bonne perturbation. Les herbes se diffusèrent rapidement. Ils étaient incorporés dans le sol. C'est plus sain pour les animaux parce qu'ils ne mangent pas et coucher et déféquer là où ils mangent. Ils se déplacent chaque jour de l'année. Alors, les parasites sont beaucoup moins un problème. On n'a pas besoin d'utiliser de produits pharmaceutiques. Et voici, si on veut faire du foin pour les autres cultures. Et on répète cette tendance-là. Alors, il y a un bas-fond ici. Alors, on a une autre dépression, des arbres et aussi un shelter bed plus loin. Là. Voici les petits fruits qu'on produit sur la ferme. 9 différentes sortes de petits fruits. On élève, j'ai dit, c'est du bœuf élevé à l'herbe, pas au grain. Et on a encore, Jeannette parlait de l'augmentation de la productivité. Nos vaches arrivent au marché avec beaucoup moins de grains, mais à la même dimension que ceux élevés au grain. Même chose pour les porcs. On va donc des espèces qui produisent beaucoup, mais avec moins d'intrants. Alors, vous voyez l'augmentation d'utilisation de l'herbe et on développe notre génétique, on garde les meilleurs des animaux. Alors, vous voyez, utiliser un certain stress des animaux pour les rendre plus solides, plus forts. Alors, je vais sauter par-dessus les dernières. On fait d'autres choses avec les cultures de couverture, les cultures intercalaires, du pois, du blé, tout cela, et d'autres espèces. On les met ensemble. Alors, il y a un mélange aussi pour nourrir les animaux. Alors, on peut avoir un cycle complet de nutriments, notre propre foin, notre alimentation pour le bétail. Et pourtant, on utilise de 2 à 4 gallons de diesel à l'acre, qui est seulement une fraction comparée à nos voisins. Et on travaille avec de nouvelles espèces, le duckweed, 73 tonnes de matière sèche par hectare, 3 fois la luzerne, mais qui a 10 fois le montant de protéines que le soja à l'acre. Alors, on a un système de chorale qui, l'influence des animaux s'en vient dans cet étang-là. Ça produit du duckweed et qu'on peut renourrir aux animaux. Il y a aussi d'autres espèces. Cattail, ça ne me revient pas tout de suite. Là. On a fait des recherches comparées au blé, à l'avoine et tout cela. Alors, cette plante-là les dépasse tous au niveau de la production à l'acre. Est similaire aux composantes en nutriments chers, diverses perturbations. Alors, on a du petit poisson. Je vais finir ici avec la dernière diapo. Just another 30 seconds. So I'm going to show you some photos of our farm. Voici des photos de notre ferme. À côté d'une ferme industrielle à droite. 24 mai, le 17 juin, le 3 août, le canola avait alors il a arrêté de faire sa photosynthèse. De l'orge ici, vous pouvez imaginer laquelle des deux fermes qui capte plus de carbone, qui fait plus de photosynthèse plus longtemps. Alors, si tu n'as pas de plante verte, tu ne captes pas le soleil, donc tu ne vas pas séquestrer de carbone. Alors, on peut voir ici, dans la vallée, ici, c'est la même crique qui coule à travers notre propriété, mais vous pouvez voir l'érosion du sol qui s'est produite de leur côté.
Alors, je vais arrêter ici pour respecter le temps. La Terre, une dernière diapo. Le changement est la seule chose constante dans l'univers. C'est comment on réagit à ce changement-là. Est-ce qu'on va être fragile? Est-ce qu'il y a un événement qui va nous fragiliser? Est-ce qu'on va être résilient et revenir où on était? Ou est-ce qu'on va être peut-être stratégiquement anti-fragile et investir dans des systèmes comme ça qui vont bénéficier du changement, qui sont améliorés par le changement? Alors, je vais terminer avec ceci. Je vous remercie d'avoir eu l'opportunité de parler ici et j'attends vos questions.